Imaginez que tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire humaine soit incomplet, ou pire, totalement faux. Et si, quelque part sous nos pieds, une vérité ancienne attendait d'être révélée, une vérité si troublante qu'elle pourrait remettre en question notre compréhension même de nos origines? Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et laisser un like, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre vision du monde à jamais. Aujourd'hui, la technologie moderne est utilisée pour étudier une culture extrêmement ancienne. Des archéologues travaillent dans une région reculée du territoire nord, menant une étude approfondie sur des œuvres d'art rupestres. Mais ils préviennent déjà que certains de ces sites pourraient disparaître dans moins de 20 ans. Au cours de leurs recherches, une découverte inattendue a été faite. Une pièce scellée, enfouie dans une zone que l'on croyait totalement vide de toute présence humaine. Ce que l'on découvre actuellement suggère que nous commençons à peine à explorer un monde caché sous la surface de la Terre. À l'intérieur de cet espace fermé, des peintures ont été trouvées, bien plus anciennes que tout ce que l'on connaissait jusque-là. L'art rupestre a toujours fasciné les historiens. Mais ici, quelque chose ne correspond pas. Les scènes sont trop organisées, trop détaillées pour leur époque supposée. Tout indique qu'il s'agit de la plus ancienne forme d'art humain jamais découverte. Au fur et à mesure que les spécialistes analysaient les lieux, un constat troublant s'imposait. Ce que nous pensions savoir sur l'histoire humaine pourrait être incorrect. Le site lui-même n'aurait jamais dû apparaître sur une carte. Tout donne l'impression que cette découverte n'était pas destinée à être trouvée immédiatement, mais progressivement, comme si elle devait attendre le bon moment. Tout a commencé lors de simples relevés géologiques. La région, considérée comme sans importance, n'avait jamais révélé de ruines, ni d'objets, ni de traces d'occupation humaine. Pour les experts, ce n'était qu'un terrain banal. Mais cette perception a changé lorsqu'un scan satellite a détecté une anomalie sous la surface. Une zone vide apparaissait là où elle ne devrait pas exister. Au départ, les opérateurs ont cru à une erreur technique. Ils ont relancé le système, puis effectué un second scan, puis un troisième. À chaque fois, la même anomalie apparaissait. Ils ont changé les angles, ajusté les paramètres, analysé des images plus anciennes. Rien n'y faisait. Ce vide n'était pas une erreur. En observant plus attentivement, les spécialistes ont remarqué quelque chose d'encore plus étrange. La forme de cet espace ne ressemblait pas à une formation naturelle. Les grottes naturelles ont des contours irréguliers, des parois arrondies. Mais ici, les lignes étaient droites, les angles étaient nets, la profondeur variait de manière régulière, ce qui ne correspondait à aucun processus d'érosion connu. Certains experts ont commencé à envisager une hypothèse dérangeante. Cet espace aurait été créé intentionnellement. Mais pourquoi construire quelque chose dans un endroit aussi isolé? Des spécialistes locaux ont été interrogés. Ils ont mentionné que les voyageurs évitaient cette zone de la chaîne montagneuse. Ils la décrivaient comme inhabituelle. Certains affirmaient que les animaux refusaient de manger l'herbe à proximité. D'autres parlaient de sons étranges, comme si les voix ne résonnaient pas correctement. Ces témoignages n'étaient pas confirmés, mais ils ont suffi à justifier une expédition sur place. Lorsque l'équipe est arrivée, elle a identifié une section particulière du relief, une légère dépression entourée de roches, fissurée d'une manière qui ne semblait pas naturelle. Des scanners portables ont confirmé la présence d'un espace vide derrière cette zone, exactement à la même profondeur que celle détectée par satellite. Une ligne verticale nette dans la roche, accompagnée d'une variation de couleur, suggérait qu'il s'agissait autrefois d'une ouverture désormais effondrée. En insérant de fines sondes dans les fissures, les chercheurs ont senti un léger courant d'air. Derrière l'obstruction, il y avait de l'espace, un espace fermé. L'entrée avait été scellée. Certains membres de l'équipe ont conclu qu'une excavation était nécessaire. Des fonds ont été accordés et une descente organisée a été planifiée. Mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient découvrir. Une fois l'entrée dégagée, le passage s'enfonçait brusquement vers le bas. Les parois étaient étonnamment lisses, comme si elles avaient été touchées à de nombreuses reprises au fil du temps. Certaines zones brillaient légèrement, un phénomène qui se produit généralement lorsque des surfaces sont frottées de manière répétée. Le schéma d'usure suivait un chemin précis. Un géologue a noté que ce motif
était trop régulier pour être accidentel. Cela signifiait qu'un passage avait été utilisé encore et encore, dans un passé très lointain. Mais par qui et pourquoi faire? À mesure qu'ils avançaient, quelque chose changea. Le son, leur voix devenait étouffée. Leurs pas ne résonnaient plus. Le silence était inhabituel, presque oppressant. Certains membres de l'équipe ont cessé de parler, comme si quelque chose absorbait les sons. Le tunnel devenait étroit, puis s'élargissait à intervalles réguliers. Chaque élargissement formait une alcôve. Ces alcôves ne contenaient ni débris, ni formation minérale. Elles semblaient intentionnelles, mais leur fonction restait inconnue. Un archéologue a remarqué que leur espacement était trop précis pour être naturel. Cela renforçait l'idée que le passage avait été conçu. Mais par qui et dans quel but? Plus loin, leurs lampes révélèrent des détails encore plus étranges. Certaines lignes minérales émettaient une faible lueur verte sous la lumière. Les chercheurs ont tenté de comprendre ce phénomène. Réaction naturelle ou marque intentionnelle? Certains ont suggéré que ces lignes pouvaient servir de guide dans l'obscurité, mais ce n'était pas le seul mystère. Les mesures d'air ont donné des résultats inattendus. À cette profondeur, le niveau d'oxygène aurait dû être plus faible, mais il ne l'était pas. L'atmosphère ressemblait à celle d'un espace contrôlé, sans aucune ouverture visible. Les murs révélaient d'autres indices. De longues rainures, parfaitement droites, parcouraient certaines surfaces. Elles étaient trop régulières pour avoir été faites avec des outils primitifs. Cela suggérait l'utilisation d'instruments bien plus précis que ce que l'on attribue aux humains de cette époque. Un débat s'est immédiatement ouvert. Formation naturelle ou intervention intelligente? Puis les capteurs de vibration ont détecté autre chose. Des espaces vides plus profonds, des pièces cachées derrière des parois solides, une structure plus vaste que ce qui était visible. À ce stade, une idée commençait à s'imposer. Ce tunnel n'était pas accidentel. Il avait été conçu, et il menait quelque part. En avançant plus profondément, l'impression devenait de plus en plus claire. Ce chemin n'avait rien de naturel. Chaque détail, les lignes lumineuses, l'air stable, les marques précises sur les parois, indiquaient une construction réfléchie, réalisée bien avant toute trace connue d'histoire écrite. Puis, en atteignant les niveaux inférieurs, l'environnement changea à nouveau. C'est là qu'ils trouvèrent les premiers signes indiscutables d'une présence ancienne, une présence qui avait vécu ici, une présence qui avait laissé des traces. La pièce qu'ils découvrirent était bien plus vaste que prévu, et surtout, étonnamment ordonnée. Le sol était plat, compact, presque travaillé. Au centre, plusieurs objets de forme particulière étaient disposés autour d'une plateforme en pierre basse. Au premier regard, cela ressemblait à des fragments de roche. Mais en s'approchant, les chercheurs comprirent qu'il s'agissait de quelque chose de bien différent. Les morceaux présentaient des bords lisses, réguliers. Ils avaient tous une épaisseur identique. Ce type de travail ne correspondait à aucun style d'outil connu dans cette région. Cela impliquait une technique de fabrication qui, selon les connaissances actuelles, n'aurait pas dû exister à cette époque. Alors que l'équipe documentait ces fragments, une autre découverte fut faite dans un coin de la pièce. Un bras squelettique, partiellement enfoui dans le sol compact. En creusant davantage, ils mirent au jour un corps entier. Le corps était positionné avec soin, allongé sur le côté. Ce n'était pas un simple reste abandonné. C'était une mise en place volontaire. Très rapidement, 2 autres squelettes furent découverts, tous disposés de la même manière, tous placés avec une précision presque rituelle. Des échantillons furent immédiatement prélevés pour une datation. Les résultats provoquèrent un choc. Les restes avaient environ 120 000 ans, un âge bien antérieur à toute société organisée connue dans cette région. Cela signifiait que ces individus vivaient à une époque où l'on pensait que les humains ne construisaient pas de structure, ne creusaient pas d'espace et ne formaient pas d'environnement organisé. Mais ce n'était pas tout. Les squelettes présentaient des caractéristiques inhabituelles. Bien qu'humains dans leur structure générale, certains détails ne correspondaient pas. Les os des bras et des jambes étaient légèrement plus longs. Les crânes avaient des arcades sourcilières plus marquées. Ce n'étaient pas des anomalies individuelles. Tous les squelettes partageaient ces traits. Les anthropologues présents n'ont pu associer ces restes à aucun groupe connu. Cela suggérait l'existence d'une population jusqu'alors inconnue. Autour des corps, d'autres indices apparaissaient.
Des empreintes dans l'argile formaient des motifs répétitifs. Elles ressemblaient à des zones de stockage organisées, comme si des objets avaient été disposés selon un plan précis. Ce niveau d'organisation était inattendu pour cette période. Au-dessus de ces dépôts, une fine couche de suie était visible, mais sa composition chimique ne correspondait à aucun feu de bois ou végétal habituel. Cela indiquait une source de chaleur ou de lumière différente, peut-être plus contrôlée. Dans plusieurs échantillons de sol, de minuscules fragments de fibres tissées furent également trouvés. Leur état de conservation était remarquable. Cela signifiait que l'environnement était resté stable pendant une durée exceptionnelle. Mais surtout, cela révélait une chose troublante. Ces individus savaient tisser, une compétence que l'on n'attribue pas à des humains aussi anciens. Sur les murs, de fines marques géométriques apparaissaient, des lignes, des formes simples. Elles semblaient organisées, peut-être un système, peut-être une forme de communication, mais personne ne parvenait à les interpréter. Tout indiquait que cette culture possédait une structure, une organisation, et peut-être même des croyances. Et pourtant, rien de cela ne correspondait à ce que l'on savait de cette époque. Plus loin dans la cavité, d'autres indices attendaient, des indices qui allaient y faire basculer l'enquête. Après un passage étroit, obligeant l'équipe à avancer un par un, une nouvelle salle fut découverte. À mesure que la lumière des lampes éclairait les murs, une évidence apparut. Les habitants de cet endroit ne se contentaient pas d'y vivre, ils y pratiquaient des rituels. Les premières marques étaient à peine visibles, recouvertes par des dépôts minéraux. Mais après un nettoyage minutieux, des formes apparurent, des dessins, tracés avec des pigments sombres. Certains représentaient des lignes simples. D'autres formaient des motifs courbes répétés. Aucun ne ressemblait à l'art préhistorique connu dans cette région. La disposition semblait volontaire, comme si les formes guidaient le regard d'un point à un autre. Près d'un mur opposé, une dalle de pierre légèrement surélevée attira l'attention. Sa surface était étonnamment lisse. Des résidus étaient encore visibles sur ses bords. Des analyses ultérieures révélèrent un mélange de cendres, de pigments et d'une substance naturelle inconnue. Tout indiquait que cette surface avait été utilisée à plusieurs reprises. Certains membres de l'équipe ont suggéré qu'il s'agissait d'un autel. D'autres pensaient à une surface de préparation pour des rituels. Mais aucune hypothèse ne permettait d'expliquer complètement les résidus, ni la position centrale de la dalle. À proximité, une série de dessins usés était visible le long du mur. Le temps avait effacé certaines parties, mais ce qui restait était suffisant pour comprendre une scène. De petites silhouettes humaines, agenouillées en demi-cercle. Au-dessus d'elle, une forme plus grande. Ses bras étaient étendus, mais sa tête et le haut de son corps étaient effacés. Impossible d'identifier clairement cette figure. Les petites silhouettes semblaient en position d'offrande ou de soumission. Ailleurs, des empreintes de mains apparaissaient, deux types distincts. Une rangée de mains complètes et en dessous, des mains altérées. Certaines semblaient manquer de doigts, d'autres avaient des formes modifiées. Cette découverte mit mal à l'aise plusieurs membres de l'équipe. Certains pensaient qu'il s'agissait de symboles, d'autres évoquaient des rôles différents au sein du groupe. Mais aucune conclusion ne s'imposait. Au sol, une autre structure attira l'attention. Des pierres disposées en cercle presque parfait. Des traces de brûlure sur le bord intérieur. Cela indiquait que des feux avaient été allumés à cet endroit. Mais ce n'était pas un espace de cuisson, ni un simple feu pour se réchauffer. Tout suggérait une utilisation rituelle. En combinant tous ces éléments, dessins, empreintes, structures, une conclusion s'imposait. Cette culture agissait avec intention, avec organisation, avec croyance. Mais un problème subsistait. Rien ne correspondait à l'âge estimé des squelettes. Cela ne devait pas exister. Et pourtant, c'était là. Dans la partie la plus éloignée de la salle, un détail attira l'attention. Un passage bloqué. Les pierres du plafond étaient disposées différemment. Pas comme un effondrement naturel, mais comme une fermeture volontaire. En commençant à dégager les blocs, un changement se produisit. La température varia légèrement. Un courant d'air sec s'échappa de l'ouverture, comme si l'espace derrière était resté isolé pendant très longtemps. Lorsque la dernière pierre fut retirée, une bouffée d'air ancien s'échappa. L'ouverture s'élargit lentement, juste assez pour permettre le passage. Les lampes éclairèrent l'intérieur. Et immédiatement, toute l'équipe s'arrêta. Personne ne parla.
car ce qu'ils voyaient n'aurait pas dû exister. Les faisceaux de lumière révélèrent lentement les murs de la pièce. Ils étaient entièrement recouverts de peinture, de grandes scènes détaillées, parfaitement conservées, comme si elles venaient d'être réalisées. Personne ne comprenait comment des œuvres aussi anciennes pouvaient être dans un état aussi intact. Le temps n'aurait pas dû les épargner. Et pourtant, elles étaient là, claires, précises, troublantes. La première scène, la plus grande, montrait un groupe de personnes debout en cercle. Leur posture était rigide, leur disposition parfaitement symétrique. Mais ce n'était pas ce qui attira immédiatement l'attention. C'étaient les détails. Certains crânes représentés présentaient des marques inhabituelles, des tracés précis, semblables à des dessins anatomiques, des représentations de l'intérieur du corps. Un spécialiste présent sur place reconnut des éléments qui ressemblaient à des organes, placés correctement, avec une précision qui ne correspondait pas aux connaissances de cette époque. Comment des humains, il y a 120 000 ans, pouvaient-ils comprendre l'anatomie interne avec un tel niveau de détail? Personne n'avait de réponse. À droite de cette scène, une autre figure apparaissait, plus grande, plus mince. Ses membres étaient allongés. Son corps ne correspondait à aucune morphologie humaine connue. Sa tête était étirée, sans traits clairement définis. Elle semblait observer le groupe. Une ligne sombre reliait sa main aux humains, comme un lien intentionnel. Certains membres de l'équipe ont murmuré qu'il s'agissait peut-être d'une scène d'enseignement. Mais personne n'osait affirmer quoi que ce soit. Plus loin, une autre représentation provoqua un malaise. Un corps humain allongé, deux figures debout à ses côtés. Au-dessus, une forme pointée vers le torse. La poitrine du corps était ouverte. Les organes étaient visibles, dessinés avec précision. Certains ont pensé à un sacrifice, d'autres à une forme primitive de chirurgie, ou même à une étude. Mais aucun membre de l'équipe ne semblait à l'aise face à cette interprétation. Plus loin encore, une scène montrait un groupe rassemblé autour d'un feu. Les flammes étaient ceintes en couches, donnant une impression de mouvement. Les silhouettes humaines avaient les bras levés. Au-dessus d'elles, la grande figure apparaissait à nouveau. Mais cette fois, elle était entourée de formes, des formes brisées, comme des corps tombant ou se désintégrant. L'image donnait l'impression d'une destruction ou d'une offrande. Une autre peinture montrait un paysage en train de s'effondrer. Des formes sombres sortaient du sol. Les humains fuyaient vers une ouverture étroite. Dans un coin, la grande figure se tenait seule, observant la scène, comme si elle savait, comme si elle attendait. Cette image ne correspondait à aucun événement géologique connu de cette époque. Aucune trace d'un tel désastre n'existait dans les archives naturelles, ce qui rendait la scène encore plus troublante. Une question commençait à émerger. Ces peintures représentaient-elles le passé ou quelque chose d'autre? Une connaissance? Une anticipation? Une mémoire? Ou un avertissement? La précision des détails biologiques, combinée à la présence d'une figure inconnue, rendait toute tentative de datation incertaine. Lorsque les images furent soigneusement documentées et analysées en dehors du site, les équipes réalisèrent qu'elles ne pouvaient pas expliquer ce qu'elles avaient découvert. Les peintures contenaient des éléments incompatibles avec les connaissances historiques actuelles. Elles ont été transmises à différents experts. Et très rapidement, les réactions furent divisées. Aucun département ne voulait prendre la responsabilité d'interpréter ces images. Certains archéologues ont d'abord suggéré que les peintures d'Itoron avaient été ajoutées bien plus tard. Mais les analyses ont montré que les pigments étaient aussi anciens que les parois. Cette hypothèse fut abandonnée. D'autres ont tenté d'expliquer les dessins anatomiques comme des symboles. Mais la précision des organes rendait cette explication difficile à soutenir. Certains spécialistes ont admis que ces images ressemblaient à des illustrations médicales modernes. Cette remarque mit fin à la discussion, car elle soulevait une question impossible. Comment une telle connaissance pouvait-elle exister à une époque aussi reculée? La grande figure provoqua encore plus de désaccords. Certains y voyaient une entité mythologique. D'autres insistaient sur le fait que ses proportions étaient trop cohérentes pour être inventées. Elle apparaissait plusieurs fois, toujours dans un rôle similaire, comme un guide ou un observateur. Cela suggérait une importance réelle, pas simplement symbolique. Les scènes montrant des corps ouverts ont intensifié les débats.
Des médecins ont confirmé que les organes étaient placés correctement. Certains ont évoqué une découverte empirique, mais aucune preuve ne soutenait l'existence de telles pratiques à cette époque. La discussion a progressivement changé de nature. Elle n'était plus centrée sur la compréhension, mais sur l'inquiétude. Lorsque la scène de destruction fut analysée, des géologues furent consultés. Aucune catastrophe connue ne correspondait à cette représentation. Certains ont avancé une idée troublante. Et si cette scène ne représentait pas le passé, mais quelque chose à venir, cette hypothèse a créé un malaise encore plus profond. Au bout de la première semaine, les interprétations se sont divisées en deux groupes. Un groupe pensait que les peintures étaient symboliques, le produit d'une imagination développée. L'autre groupe affirmait simplement une chose: ces découvertes remettaient en question tout ce que nous savons sur l'histoire humaine. Mais tous étaient d'accord sur un point: ces peintures ne devraient-elles pas exister? Avec l'arrivée de nouveaux experts, les tensions ont augmenté. La communauté scientifique faisait face à une situation qu'elle ne pouvait pas expliquer et qu'elle préférait éviter. Peu à peu, l'objectif a changé. Il ne s'agissait plus de comprendre les images, mais de contrôler leur diffusion. Selon des communications internes révélées plus tard, plusieurs départements ont recommandé de ne pas rendre publiques les découvertes immédiatement. La raison officielle était simple: éviter la diffusion d'informations incorrectes. Mais la réalité était différente. Personne n'avait d'explication acceptable. L'accès au site fut restreint. Seul un petit groupe de chercheurs continua à travailler dessus. Même eux ne recevaient pas toutes les données. Certains experts impliqués dès le début ont remarqué des incohérences dans les rapports officiels. Leurs conclusions semblaient mal modifiées, adoucies ou parfois supprimées. Impossible de savoir si c'était intentionnel. Mais le résultat était clair. Les rapports publics décrivaient la découverte comme inhabituelle, mais maîtrisable, sans mentionner les éléments les plus dérangeants. En privé, certains chercheurs ont conservé leurs propres notes, comme un témoignage, comme une trace. Car une question persistait: pourquoi ces informations avaient-elles été conservées si longtemps pour rester cachées? La répétition de la grande figure, la précision des connaissances anatomiques, les scènes de destruction, tout indiquait que les créateurs de ces peintures voulaient y transmettre quelque chose. Mais quoi? Un avertissement? Une mémoire? Un message? Ou quelque chose destiné à être compris bien plus tard? Et surtout, à qui était-il destiné? Si cette vidéo vous a intrigué, pensez à laisser un like et à vous abonner pour découvrir d'autres mystères aussi fascinants.